Je poursuis donc joyeusement le parcours de ce vide-grenier, essayant d'en dénicher tous les trésors, tel un Pac-Man dévorant tous les Pac-Com du niveau, rapide, efficace et à l'appétit sans borne. D'arcade. C'est alors que mon flair légendaire, discernant une fine odeur entre mille parfums vulgaires, me met sur la piste d'un objet rare, convoité. Caché derrière un cadre photo orné de dauphins et de coquillages, et posé négligemment, face retournée, comme pour la protéger des regards peu téméraires, la cartouche du jeu Super Metroid est là. Elle m'attendait. Seulement 10 €, c'est une affaire, j'achète. La dernière fois que j'ai goûté au plaisir de ce jeu de Super Nintendo, c'était il y a bien longtemps, juste avant de le prêter à un ami. Ce même ami, ce traître, devait déménager quelques jours plus tard, sans prévenir, à l'autre bout du pays. Peu après, le Père Noël m'ayant apporté une PlayStation toute neuve, mon attention fut suffisamment détournée pour que j'oublie de le harceler et de le forcer à me rendre ce jeu. Pourtant, malgré la montée en puissance des machines et le degré de réalisme toujours accru des titres, je n'ai jamais perdu l'envie de jouer à des vieux jeux en 2 dimensions tels que celui-là. C'est un super jeu d'aventure et d'action qui mélange la plateforme et l'utilisation d'armes et d'accessoires, ceci collecté lors de la progression du joueur. L'univers est composé d'un seul grand parcours, sorte de labyrinthe, que l'on découvre au fur et à mesure de notre avancée. Les pièges et ennemis rencontrés sont de plus en plus coriaces. Cependant, notre équipement aussi devient de plus en plus complet. Cela produit une difficulté du jeu qui est bien dosée, ni impossible, ni trop facile. Du point de vue des arts, on peut rattacher ce jeu au style punk, car son univers associe la présence de technologies futuristes avec un aspect social très en retard. En effet, le personnage principal, Samus Aran, est une chasseuse de primes qui combat des monstres et des pirates de l'espace à l'aide d'une combinaison robotisée, un vaisseau spatial et des armes à projection laser, plasma et autres. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment le passé et le futur sont mélangés, peut-être aussi pour nous donner une vision critique de notre présent. Car si aujourd'hui les ordinateurs et la maîtrise du nucléaire nous font pencher vers des idées de progrès, la persistance des guerres et la catastrophe écologique, entre autres, viennent nuancer ce beau tableau. Mais le monde n'est pas entièrement noir. Les progrès techniques ont aussi permis une seconde vie à ce jeu. Aidés par des émulateurs, systèmes qui reproduisent le comportement de machines anciennes sur d'autres plus puissantes, des joueurs passionnés se lancent de nouveaux défis. Terminer le jeu ne suffit plus. Il faut le faire en ajoutant des contraintes ou variations. La plus répandue étant de réaliser le temps le plus court. Une aventure d'une dizaine d'heures pour un utilisateur normal peut ainsi se transformer en une course infernale de quelques minutes pour ces athlètes de la manette. Et comme il y a toujours de la vidéo dans le jeu vidéo, ces exploits peuvent se partager et faire rapidement le tour du net. Paradoxalement, il est très long et laborieux de parvenir à ces performances divertissantes ultra rapides. Il faut parfois travailler dans les 350 heures pour parvenir à un objet qui sera regardé quelques minutes ou dizaines de minutes, pas plus. Et bien sûr, vous n'êtes pas payé. J'essaye d'imaginer les motivations de ces speedrunners. Sans doute le défi, prouver qu'on est le meilleur, la performance, se donner à fond et porter ses aptitudes à leurs limites, la beauté du geste, produire une œuvre divertissante qui stimule le regard, la postérité, savoir que notre nom ou notre pseudonyme va marquer l'histoire, la générosité, penser au plaisir du spectateur devant le résultat de la performance. Mais ce travail est aussi celui que l'on choisit librement.
c'est donc aussi le plaisir de le réaliser, malgré les difficultés, les doutes et les découragements qu'on peut rencontrer en chemin. On peut donc trouver dans le jeu vidéo, ou ailleurs, des solutions pour profiter du présent tout en s'inquiétant du résultat à venir. C'est aussi une preuve que l'on peut satisfaire ses propres désirs et en même temps produire une richesse qui profite aux autres. L'astuce principale, c'est que ce travail, on le choisit soi-même. On en choisit les modalités. Et cette liberté se ressent autant dans la qualité et dans la quantité de la production que dans la motivation du créateur. Car au final, ces artistes dépassent l'alternance schizophrène du travail ennuyeux et des vacances amusantes. Ils veulent un travail qui les passionne et ils sont souvent prêts à céder leur week-end et leurs jours de congé pour ça. Mais ce n'est pas le seul bénéfice que cet art vidéoludique, hautement profane, car basé sur la participation, a à nous apporter. Le jeu vidéo n'était pas présent quand la Bible fut écrite, on peut donc espérer de lui des modes de vie et des façons de voir le monde inattendus. Ce que nous dit le jeu vidéo, c'est que la mort et la violence sont sans importance devant le plaisir et le jeu. Dit autrement, il n'y a pas de fatalité, toute adversité doit être anéantie sur le champ par notre puissance illimitée. C'est un point de vue radicalement différent de celui tenu par le journal télévisé. Ce dernier a presque remplacé la messe, pour signifier à l'homme combien la douleur est une chose sérieuse, combien la mort est nécessaire à la vie, combien le monde est cruel, mais on ne peut rien y faire dans un système de communication à sens unique et de passivité résignée. Ce que certains parents responsables et non-joueurs peinent à comprendre, c'est que l'on ne peut pas juger également la violence contenue dans un jeu vidéo et celle présentée dans le journal. Dans le premier, elle est imaginaire et combattue activement. Dans le second, elle est présentée comme vraie et assimilée passivement. La mort est une chose bien trop sale pour qu'on lui accorde du respect et qu'on la sacralise. Il faut la tuer, il faut jouer avec, il faut lui faire honte. Il faut l'écraser de tout notre désir de vivre. Quoi de mieux que le jeu vidéo pour y parvenir? Acte gratuit par excellence, espace-temps dédié à la réalisation de nos fantasmes et de nos désirs sans limite. Il défie nos talents par le challenge qu'il propose. Ici peuvent s'exprimer nos réflexes, notre observation, notre logique, notre persévérance, notre mémoire, notre habileté. À tout instant, le joueur est entraîné à ne pas se laisser faire, à prendre en main son destin, à combattre avec obstination tout ce qui lui oppose résistance, jusqu'à la victoire totale. Quelle influence les jeux vidéo auront sur la société de demain? Comment le monde sera-t-il gouverné quand la génération qui jouait aux jeux vidéo arrivera au pouvoir? Ou bien, le monde sera-t-il encore gouverné? Y aura-t-il encore des gens pour désirer un système de hiérarchie, de classes compétentes et de classes obéissantes, au cerveau disponible et confiante du programme de vie qu'on aura concocté pour elles? L'autre problème du jeu vidéo, un peu moins crucial, c'est le syndrome de fracture générationnelle à tendance onirico-compulsive. Comment un vieux pourrait comprendre sa descendance quand celle-ci lui raconte le programme de sa journée vidéoludique? Alors, au début, je dormais dans une maison, dans un arbre, en rêvant d'un décapsuleur de bouteilles magiques qui permet de remonter dans le temps. Ensuite, un chien extraterrestre m'a réveillé pour me dire ma mission. J'ai fait une roulade contre un mur pour éviter un dialogue. Je suis entré dans une maison par le toit et j'ai détruit tous les pots de fleurs. Au bout du 50e, j'ai débloqué un raccourci qui m'a téléporté dans un stade de foot avec de la lave et des dinosaures. J'ai lancé de l'eau sur une souris grâce à un pouvoir d'incantation pour qu'elle se fasse électrocuter
et que ça ouvre une porte. Après, il y avait une salle avec des vitraux aux fenêtres et un orgue au milieu qui jouait tout seul et une fausse princesse qui s'est changée en statue quand je lui ai joué la mélodie du vent aquatique. Alors je l'ai détruite avec mon marteau en or pour libérer un passage secret en dessous, mais j'ai été attaqué par des robots qui sortent de la terre et qui contiennent des lapins. Je les ai convertis dans mon équipe en tirant dessus avec ma mitraillette pour qu'ils deviennent de ma couleur. Après, j'ai mangé des pierres précieuses pour que mes cheveux deviennent jaunes et pour pouvoir voler dans l'espace. Mais là, j'ai percuté un astéroïde qui m'a fait perdre toutes mes pièces de 5 centimes qui me donnent de l'énergie juste avant la sauvegarde. Du coup, je vais devoir retuer tous les kangourous mutants du 3e niveau sans le bazooka à impulsion laser et avec seulement 4 rectangles de vie. Souhaite-moi bonne chance, papa, je peux le faire. Les jeux vidéo m'ont toujours passionné. Les premiers Mario ou Sonic étaient underground, quand ils étaient faits de gros pixels et que seuls les jeunes y jouaient. Maintenant, ils sont lisses et adaptés à toute la famille. Le challenge n'est plus le même. Ma mère pourrait presque y jouer. Les décors sont jolis et chatoyants, mais quelque chose a disparu. Quand j'étais plus jeune, il y avait certains titres sur console qui étaient tellement durs que même un pro de la manette parvenait difficilement au milieu du jeu. Aujourd'hui, les jeux sont calculés pour le grand public, pour des joueurs assistés, avec des sauvegardes, différents modes de difficulté, des barres de vie qui se rechargent automatiquement. Dans le temps, on avait juste une croix, 2 boutons et la rage de vaincre. C'était autre chose. Mais le hardcore gaming perdure, sous une autre forme, principalement dans le jeu vidéo indépendant, celui développé par des petites équipes de passionnés. Il y a par exemple ce jeu d'aventure où on contrôle un petit garçon qui tue des monstres en leur tirant des larmes, The Binding of Isaac. J'ai lu un article sur lui récemment sur jeuxvideo.com. Contenu religieux discutable, Nintendo refuse un jeu. Edmund Macmillan, le papa de The Binding of Isaac, aurait bien voulu adapter son jeu sur 3DS et a donc discuté de la chose avec Nintendo. Précisons que The Binding of Isaac s'inspire assez, très librement, de l'histoire biblique d'Abraham, à qui Dieu avait demandé de sacrifier son fils Isaac pour prouver sa foi. Rappelons encore que Nintendo est depuis ses débuts une firme particulièrement frileuse en matière de politiquement incorrect. Du coup, paf, le constructeur ne veut pas du jeu de Macmillan sur sa console en raison de son contenu religieux discutable. C'est sûr que ce jeu ne donne pas une bonne image des chrétiens. Ils y sont représentés par une mère de famille obèse qui passe tout son temps à regarder la télévision et qui, après avoir entendu une voix venue d'en haut lui donner des instructions, tantôt pour sauver son fils du péché, tantôt pour éprouver sa foi, décide d'aller tuer son rejeton avec un couteau de cuisine. Le jeu se déroule alors dans l'ambiance malsaine des sous-sols de la maison, où le pauvre Isaac tente d'échapper à la folie meurtrière de sa mère. Rien ne laisse à penser que la mère déteste son fils, ou a une raison de le haïr. Sa décision de le supprimer semble plutôt venir d'une foi aveugle et d'un délire mystique, un besoin irrépressible de satisfaire un Dieu cruel. Au cours de sa fuite, le petit Isaac parcourt un monde imaginaire, nourri par la mythologie chrétienne et par les éléments de son quotidien pathétique et violent. Des cornes de bélier augmentent sa puissance, des ailes d'ange le font voler, tandis que des pilules ou des seringues lui font gagner de la vie ou en perdre. Version contemporaine et critique d'une religion déraisonnable, vue au travers des yeux d'un enfant malmené et innocent. Mais l'aspect anti-religieux n'est qu'un prétexte, un décor, un appât. Une autre question, plus originale, vient se dessiner vers la fin du jeu. Attention, ceci est un spoil. Isaac entre dans l'utérus de sa mère
et tue ce qui apparaît comme son propre fœtus. Une fois ce boss éliminé, un nouveau personnage jouable est débloqué. Il s'appelle ... et ressemble au cadavre d'Isaac. Isaac s'est donc tué lui-même, commandé par les inputs de votre manette. D'ailleurs, le jeu s'exprime de façon ambiguë. Are you sure you want me to die? Quand vous désirez simplement quitter la partie. Qui est ? Qui est Isaac pour le joueur? Et pourquoi le jeu vous met dans la situation de vous tuer vous-même? Serait-ce une façon ludique et interactive de vous faire réfléchir sur la vie, sur la mort, sur les décisions à prendre face à l'enfantement, le vôtre comme celui de votre éventuelle descendance? Dans tous les cas, cette création de la Team Meat se révèle plus mature que ses graphismes ne le laissent penser. Il y a une vraie profondeur dans ces jeux indépendants, qui pourtant sont conçus par des équipes très réduites, moins d'une dizaine de personnes, contre plus d'une centaine pour les grosses productions. L'avenir du jeu vidéo est dans la créativité, pas dans le réalisme. Ce qui est très séduisant dans le jeu vidéo, c'est l'identification à un personnage d'origine modeste, mais qui au final se révèle plus fort que tous les monstres, rois ou dieux qu'il rencontre sur son chemin. Quand on a l'habitude d'obéir à ses professeurs et d'éviter les confrontations avec les élèves plus grands et plus forts de l'école, c'est plutôt flatteur. Les relations sont toujours plus agréables quand elles ne relèvent pas de la simple loi du plus fort. On peut schématiser les relations entre les individus en deux catégories. D'abord, la hiérarchie. C'est le rapport exclusif imposé par le christianisme. C'est un rapport uniquement fondé sur la dualité autorité-obéissance, dominant-dominé, supérieur-inférieur, maître-élève, père-fils, etc. C'est le rapport inégalitaire, celui où des individus égaux ne se font jamais face, mais communiquent seulement avec ceux qu'il y a en dessous ou au-dessus d'eux. C'est le rapport qui permet le pouvoir, car il repose sur le fait que l'on connaît a priori celui qui décide, sans qu'il y ait confrontation ou débat. C'est aussi le rapport où il n'y a pas à réfléchir si on obéit, ni à se justifier si on ordonne. Ce genre de rapport pose de gros problèmes de responsabilité, car il engendre des catastrophes lorsque le pouvoir ordonne à la multitude obéissante de commettre des atrocités. Croire en la vertu de celui qui gouverne est facile. Se complaire dans le pouvoir que l'on a sur les autres aussi. Décider que chacun sera le maître absolu de sa vie est souvent un parcours semé d'embûches, et pourtant, quel beau projet. Le deuxième rapport est donc celui de la confrontation. Il se fait entre des adversaires, des individus qui se font face, qui testent sans cesse le rapport de force, qui se battent pour savoir qui va l'emporter. Et pourtant, c'est le rapport qui permet le plus d'amour, de joie. Car qui dit adversaire ne dit pas forcément ennemi. Être contre quelqu'un, cela peut aussi vouloir dire se blottir contre lui, désirer son contact, jouer avec lui. Ce rapport est celui qui se fait d'égal à égal. Même si l'un des deux l'emporte sur le moment, la domination n'est pas déterminée à l'avance et elle se rejoue sans cesse. Personne ne la possède comme un privilège indétrônable. C'est le rapport où l'on peut le plus s'accomplir, notamment au travers et grâce aux autres. Car ici, rien n'est donné d'avance. Nos compétences sont stimulées dans cet état de résultat incertain. Toute chose prend une autre valeur, car une réussite est produite par de réelles compétences, un compliment n'est pas hypocrite, une aide signale une réelle générosité,
de même qu'un reproche se fait avec plus de courage et de sincérité. J'ai alors plus l'envie d'un rapport honnête et vrai que le désir de rabaisser l'autre et d'exprimer son autorité. Le rapport d'égal à égal n'est pas beaucoup apprécié du pouvoir. C'est le rapport de liberté, de subversion aussi. C'est celui qui nous pousse à bavarder en cours. C'est aussi celui qui nous incite à trouver un partenaire sexuel alors que rien dans l'emploi du temps ne le prévoyait. Je me souviens encore de mon premier jour de lycée et du discours du proviseur. Nous étions ici pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour étudier laborieusement, notre avenir était en jeu. Il était donc hors de question de perdre son temps et sa concentration à se trouver un petit copain ou une petite amie. Involontairement, j'ai dû suivre ce précieux conseil, puisque 3 ans plus tard, j'étais toujours en chien.